Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres dans votre sommaire. Visite de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à bord de l'Ice Lady Patagonia. 70e gala de la Croix-Rouge monégasque, l'événement avait lieu vendredi soir, mais en attendant le reportage de lundi, nous vous proposons un coup de projecteur sur les préparatifs. José Sacré a une nouvelle fois suivi l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, mais cette fois-ci aux Pays-Bas, à Amsterdam. Notre invité du week-end, Guillaume Benoît, nous parlera quant à lui du tournoi de pêche et de marquage des 3 et 4 août. Vous l'avez peut-être aperçu dans le port Hercule, le Lady Patagonia faisait escale en principauté, le prince souverain est monté à bord. Christine Datomel vous propose ainsi un coup de projecteur sur ce qui est justement proposé par ce catamaran. Le Ice Lady Patagonia fait escale en principauté. À son bord, l'association d'exploration scientifique australe qui a parcouru les mers du sud de l'Argentine et l'Antarctique sur le catamaran de 30 mètres. Aujourd'hui, le catamaran s'est converti en un musée itinérant et durant 6 mois, l'équipage argentin effectue un voyage en Europe en faisant escale dans des ports de Méditerranée pour faire connaître les richesses naturelles de la Patagonie, de la Terre de Feu et de l'île des États. Nous voulons montrer toute l'Antarctique argentine et les études scientifiques que nous avons faites. Par exemple, nous avons découvert en étudiant les colonies de baleinières du début du XXe siècle. Nous avons trouvé un bateau-usine et nous avons sorti quelques pièces de ce bateau pour que vous pouvez le voir. Pièces qui sont plus de 100 ans, qui ont été dessus de l'eau et sont intéressantes. Partager des objets anciens trouvés au fond de la mer et informer sur la vie des baleines, cette association d'exploration scientifique australe a pour objectif de sensibiliser le public à la nécessité de préserver l'environnement marin tout en promouvant les mers du sud de l'Argentine. Le sud de l'Argentine, c'est très intéressant. On peut voir les glaciers, on peut voir la glace. C'est une extension très beau et avec très peu de gens et avec beaucoup d'animaux. On peut voir les baleines, on peut voir le pingouin, les phoques. C'est très agreste et très naturel. J'ai énormément de souvenirs marquants de mes expéditions. Mais si je devais en citer qu'un, ce serait sans aucun doute ma rencontre avec une petite fille qui devait avoir 8 ans et qui vivait en plein cœur de l'Argentine. Je lui ai fait découvrir la mer. Elle n'avait jamais vu ni la mer ni l'océan, comme d'ailleurs des milliers d'autres enfants dans le monde. Et l'émotion qui s'est dégagée de cette rencontre était très forte. Je m'en souviendrai toute ma vie. Pour rappel, les mers du sud de l'Argentine sont les eaux choisies par la baleine australe pour la reproduction. Chaque année de juin à mi-décembre, de nombreuses baleines remontent des eaux froides de l'Antarctique pour profiter des eaux plus calmes de la péninsule pour s'accoupler et mettre bas. Il s'agit de l'un des événements incontournables de l'été en principauté. Le gala de la Croix-Rouge monégasque a lieu ce soir même au cœur de la Salle des Étoiles. Et cette année, il revêt bien sûr une importance toute particulière puisqu'il s'agit du 70e. Émilie Rousseau vous livre tout sur les derniers préparatifs qu'elle a pu suivre. Une dernière touche de rouge, un ultime ajustement en salle. Le compte à rebours est lancé avant le gala de la Croix-Rouge, 70e du nom. Une édition spéciale donc qui est minutieusement préparée depuis quelques mois, à commencer par le choix de l'artiste qui se produira sur la scène de la Salle des Étoiles. En 7 décennies, le gala aura accueilli de grands noms de la chanson. La programmation musicale à la Croix-Rouge a toujours été avec son temps. Il y a eu une très belle période aussi, plus tard, si on fait l'historique, au moment où la princesse Grace pouvait nous amener ses amis, comme Frank Sinatra, comme Sammy Davis Jr. Et puis après les années 80, c'est la période où il y a Tina Turner, où il y a Julio, c'est les grands moments. Et alors à chaque moment, chaque période, l'animation musicale du gala de la Croix-Rouge monégasque, c'est un artiste du moment. Cette année, le choix de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène, s'est porté sur le chanteur britannique Seal. Il se produira devant les 900 convives attendus pour cet événement prestigieux. Le menu proposé par le chef Rubini et sa brigade se veut raffiné et authentique.
J'ai voulu décliner un petit peu un poisson qui est très rare, qui est rare, mais qui est aujourd'hui sur les plus grosses tables, les plus grandes tables asiatiques et d'Amérique du Nord. C'est la légine, qui est un poisson carnassier avec une chair extrêmement blanche et d'une douceur et d'un goût exceptionnel. Donc je l'ai décliné en ceviche avec du pamplemousse rose, une petite mousse de litchi et une grosse cuillère de caviar pour célébrer le gala de la Croix-Rouge qui est un des galas les plus prestigieux de la planète. Et ceci ne compose que l'entrée puisque le rouget, le filet mignon de veau viendront compléter le menu avec en dessert des fraises des bois de l'arrière-pays. Le décor a lui été pensé en relation avec l'œuvre d'art de Jean-Michel Ottoniel, le cœur de la Croix-Rouge, créé pour la Croix-Rouge monégasque, une décoration épurée aux tonalités rouge et blanche. On est parti dans la salle sur un décor de Pampille, très cristallin, et puis on est sur des lampes de table qui sont en LED, pilotables par informatique, donc c'est là je vous dis qu'on mélange l'ancien et le moderne. Des milliers de roses et de dahlias viennent agrémenter la décoration, une atmosphère historique tout en s'inscrivant dans la modernité. Cette soirée anniversaire marquera surtout les 70 ans d'action quotidienne de la Croix-Rouge monégasque et permettra ainsi de poursuivre les engagements auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Vous le savez, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo multiplient les concerts en principauté, mais aussi à l'étranger. Il y a quelques jours à peine, ils étaient encore aux Pays-Bas, à Amsterdam précisément, où José Sacré s'est rendu. Le Concertgebouw d'Amsterdam, résidence de l'Orchestre royal du Concertgebouw, est considéré comme l'une des meilleures salles de concert en Europe, sinon au monde, aux côtés notamment du Musikverein de Vienne. Être invité à jouer au Concertgebouw d'Amsterdam, c'est pour un orchestre, un soliste ou un chef d'orchestre, un privilège et un honneur. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada avec le pianiste Jorge Luis Prat, ont été invités à se produire au Concertgebouw le 24 juillet 2018 dans le cadre du festival Robeco Summer Night. This is a fantastic hall, so one of the best hall, so I think that for all of the world, and it's very unique hall also because c'est un endroit magnifique, c'est l'une des meilleures salles de concert au monde. C'est une salle unique parce que au centre de la scène se trouve l'orgue et le chef d'orchestre de soliste arrive par un escalier. C'est vraiment particulier. L'acoustique est splendide. Cette salle a en plus une histoire fantastique. Beaucoup de grands musiciens sont venus jouer ici et il y a eu beaucoup de concerts mémorables dans le passé. D'être là, debout sur le podium de cette scène, pour moi, c'est incroyable. Et pour l'orchestre aussi, c'est la même chose. Les musiciens étaient très excités à l'idée de venir jouer ici. Donc, l'acoustique, l'atmosphère, l'histoire, tout cela contribue à faire de la bonne musique. C'est pour cela que c'est si important de venir ici et de présenter l'OPMC ici. J'espère que le public d'Amsterdam découvrira l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec plaisir. Après In Sommergarten de Frédéric Delius, Une nuit sur le mont Chauve de Bouzorski, Nuit dans les jardins d'Espagne de Manuel de Falla, avec le grand pianiste Jorge Luis Prat, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Kazuki Yamada, a terminé le concert en interprétant Espagne d'Emmanuel Chabrier, une œuvre qui a soulevé l'enthousiasme du public du Concertgebouw d'Amsterdam. Ce premier concert historique pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et son chef Kazuki Yamada a été une réussite totale. Les 3 et 4 août prochains vont être marqués par un tournoi de pêche et de marquage. Nous allons ainsi rejoindre notre invité du week-end, Guillaume Benoît, pour en savoir plus à ce sujet.
Merci de nous accorder quelques instants. Bonjour Guillaume Benoît. Bonjour, enchanté. Alors nous allons parler de ce fameux tournoi qui marque, j'allais dire, le début du calendrier du mois d'août, à quelques jours justement de l'événement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment tout cela va-t-il se passer? Le fameux tournoi de marquage. Alors déjà pour présenter un petit peu le contexte, la fédération de pêche en mer monégasque, c'est vraiment cette fédération-là qui va organiser l'événement. Il faut savoir que ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a plus de tournoi de pêche sportif en principauté de Monaco, suite à la protection du thon rouge qui avait été mis en place par le prince. Mais on va relancer un petit peu cet événement autour de la protection du thon rouge en rentrant dans un programme de recherche, d'études et de protection du thon rouge à travers un projet qui est financé par la Fondation Albert II. Et par le biais du WWF international. Donc là, globalement, comment va se passer l'événement? Donc on a 20 bateaux qui sont impliqués, 20 équipages qui vont être impliqués dans la pose de tags. Donc ça va être les tags qu'on va placer sur les poissons. On appelle ça des tags conventionnels. Donc grosso modo, en fait, tous les poissons qui vont être capturés le jour de l'événement, ils vont être marqués avec ces types de tags. Donc ça, c'est des tags de capture-recapture. D'accord. Donc c'est-à-dire que les poissons, ils vont être hissés à bord du bateau. Donc rapidement, on va insérer ce type de tag, ça se pose très vite, ça se pose grâce à un applicateur dans la dorsale du poisson. Et au moment de la capture en fait, du poisson et de la pose du tag, on va noter certaines informations comme la taille du poisson, la date, les positions GPS, ce qui permettra dans un futur proche, si le poisson est recapturé en fait, ça permettra de faire un crossing des infos. Et par exemple, si le poisson est rattrapé en Espagne ou au Maroc ou dans un autre endroit de la France, ça permettra de dire j'ai attrapé le poisson avec ce tag, je vais faire remonter l'info à l'ICAT, donc qui est l'organisme qui fournit ce type de tag, et on va pouvoir savoir où il avait été attrapé dans un premier temps, où il a été attrapé dans un deuxième temps, et de comprendre un petit peu le comportement qui a été fait. Il faut savoir qu'il y a 2 mois de ça, on a placé des balises satellites sur 4 thons à Monaco. Donc des balises satellites, contrairement à ces tags conventionnels, c'est des tags qui coûtent 4 000 € pièce. Donc là, tout va bien. Les thons où on a placé les balises sont toujours vivants parce qu'on n'a toujours pas eu d'informations. Donc il faut savoir que les balises sont programmées pour remonter en surface au bout de 6 mois. Elles se libèrent automatiquement de la dorsale du thon et ça nous permettra d'avoir toutes les infos en retour sur les comportements de ces poissons. Donc concernant l'événement, comme je l'ai dit, c'est la première fois depuis plus de 20 ans qu'on organise ça à Monaco et on attend vraiment une belle journée, un beau week-end la semaine prochaine sur la période du 3 et du 4 août. Est-ce que cela signifie qu'il y aura, j'allais dire, beaucoup de monde sur chacun des bateaux, à la fois des spécialistes de la pêche et après des personnes, comme vous disiez, chargées de mesurer peut-être le poisson et de prendre rapidement des informations? Alors tout va être fait par les équipages de bateaux, il faut savoir que c'est quand même des équipages qui sont assez qualifiés. Il y a une moyenne de 5 à 7 personnes par équipage, donc ça fait à peu près 80 pêcheurs. Et voilà, cette pose de tag va vraiment très vite, donc on n'a pas besoin d'experts scientifiques ou de personnes vraiment, experts sur le sujet. Pour la place de balise GPS, oui, on avait un expert de l'université de Genova qui était avec nous pour placer ces tags, mais là, sur cet événement-là, ça va être relativement simple à mettre en place. C'est pour ça qu'on met ce système de tagage au nerf de la compétition à Monaco. Alors, qui participe globalement, on peut dire que c'est un événement assez cosmopolite. Il y aura, je crois, des Italiens par exemple aussi? Malheureusement, les Italiens ils sont engagés sur d'autres tournois en Italie, mais on a beaucoup de personnes qui viennent de Cannes, de Mandelieu, de Marseille. Voilà, donc ça c'est au niveau des pêcheurs. Beaucoup de pêcheurs bien sûr de Monaco, c'est la base. On a 7 ou 8 bateaux qui sont inscrits de Monaco sur l'événement. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Et on espère créer un engouement pour les prochaines années, d'en avoir de plus en plus qui s'inscrivent ou peut-être qui vont venir essayer pour découvrir petit à petit la pêche en catch and release. Qu'est-ce que cela représente à vos yeux? C'est une belle satisfaction de pouvoir relancer ce type d'événement? C'est une très belle satisfaction parce que, comme on disait, nous on est d'ici, on est de Monaco. Quand j'étais jeune, on a commencé à pêcher sur la digue. Voilà, petit à petit, nous on s'est vraiment orienté sur la pêche en catch and release, la pêche pour le plaisir. Et réussir à faire ça à Monaco, c'est vraiment un bel acheminement de réussir à relancer quelque chose qui avait été interdit, justement sur un nouvel aspect, sur une nouvelle approche un peu, on va dire, éthique, avec le respect du poisson et en contribuant à la recherche sur le thon rouge principalement. Et vous sentez justement, vous, globalement,
dans vos entourages et avec justement toutes ces personnes qui vont participer à l'événement, que ce respect est justement de plus en plus important aux yeux des pêcheurs? Ça fait plaisir qu'on ait 20 bateaux qui jouent le jeu. Après, comme il faut savoir qu'il y a des anciennes générations qui ont peu du mal à rentrer dans cet aspect de pêche en catch and release. Mais globalement, sur toutes les nouvelles générations, les personnes qui sont un petit peu dans notre état d'esprit, c'est quelque chose que les gens veulent vraiment mettre en avant depuis ces derniers temps. C'est devenu vraiment à la mode, on va dire, la pêche en catch and release. Alors, toute dernière question, on va peut-être expliquer aux téléspectateurs que le choix ne s'est pas fait par hasard, le choix de ce lieu, c'est parce que justement les bateaux seront à proximité d'ici pour l'événement les 3 et 4 août. Voilà, on est sur peut-être un des plus bels endroits du monde, donc le Yacht Club de Monaco, qui a joué le jeu de nous suivre et aussi de sponsoriser l'événement. Il faut savoir qu'ils nous mettent à disposition les espaces des navires et la salle où il va avoir l'événement. En plus de ça, on remercie la Fondation Albert II qui nous sponsorise en partie l'événement et de nombreux autres acteurs comme justement le magasin Brooks Brothers, le Wine Palace, la société Viking Yachts, la mairie de Monaco, le ministère d'État. Enfin, je pense que je vais sûrement en oublier quelques-uns parce qu'il y a beaucoup de monde derrière nous. Mais ça fait plaisir de voir l'engouement autour de cet événement. Écoutez Guillaume Benoît, en tout cas sachez que Monaco Info suivra tout ceci les 3 et 4 août pour permettre aux téléspectateurs de suivre l'événement à travers les écrans. Et on va se quitter avec la météo qui, j'imagine de toute façon, vous intéresse pour l'événement justement dont on a longuement parlé. On touche du bois. Encore merci Guillaume. Pas de souci. Et voici vos prévisions météo. Le week-end s'annonce variable avec samedi un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures seront estivales. Elles seront comprises entre 22 et 26 degrés. Dimanche, les éclaircies arriveront à percer malgré la présence de quelques cirrus. Les nuages se dissiperont ensuite au fur et à mesure et laisseront place à un plein soleil en début de semaine, ce qui nous fera gagner quelques degrés au thermomètre. Les prévisions pour le reste de la semaine seront mitigées, ciel variable avec une dominance d'éclaircies et un mercure stationnaire. Voilà ce que l'on pouvait dire de vos prévisions météo. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et un magazine qui revient sur la première année des explorations de Monaco à bord du Yersin, signé Émilie Rousseau. À très bientôt.